trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Geoffroy Lenoir est à nos côtés, co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest AM. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Grégoire. À nos côtés également Dorian Foulon, que nous accueillons pour la première fois, stratégiste junior chez Cholet Dupont Oudard. Bonsoir et bienvenue Dorian. Merci d'être avec nous. Et Xavier Chapard est également à nos côtés, stratégiste chez LBP AM. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Xavier, les dernières décisions de Banque Centrale sont devant nous et nous offrent, c'est ce que je disais en introduction, toute la gamme des possibilités, avec une pause attendue, un statu quo attendu à nouveau du côté de la Banque Centrale Européenne, une baisse du côté de la Banque d'Angleterre ce jeudi, et dans la nuit de jeudi à vendredi, une hausse très probable du côté de la Banque du Japon. Qu'est-ce que ça nous dit de l'environnement de voir trois banques centrales majeures, G7, délivrer des décisions différentes au même moment? Oui, ce qu'on pense, c'est qu'on est à la fin du cycle général de baisse. On a eu 150 points de base de baisse de taux global dans le G10 depuis 2024. Donc ça, et en gros, on reste sur une tendance de légère baisse au global, si je prends toutes les banques centrales, mais beaucoup moins fort et moins rapide, avec justement des divergences entre les différentes banques centrales. Et donc on s'attend à, d'ici l'été prochain, en fait, arriver à la fin du cycle de baisse totale, avec encore peut-être 10 points de base de baisse du taux moyen. Ouais. Donc encore un petit peu, mais on s'approche de la fin du cycle généralisé. Ouais. Après, chaque pays a ses spécificités. Il y a encore un peu de marge en Angleterre pour baisser les taux, un tout petit peu aux États-Unis. En Europe, on voit qu'il n'y a pas de volonté d'aller plus loin, même si on pourrait espérer encore un peu de baisse. A priori, il n'y en aura pas. Et puis, alors, le Japon reste. Mais il était tout seul dans son cycle de hausse de taux. Ils sont en avance ou en retard, je ne sais plus. Enfin, ils sont à part, quoi. Décorrélés. Mais une banque centrale qui est plus corrélée, c'est l'Australie, qui a dit la semaine dernière qu'elle pourrait commencer à remonter les taux dès le premier trimestre. Ouais. Donc là, ça serait vraiment montrer qu'il y a des divergences et qu'on n'est plus dans le cycle de baisse généralisée des taux. Si on arrive au bout du cycle de baisse de taux, et c'était d'ailleurs, ça fait partie des prévisions d'un institut comme l'OCDE aussi, qui s'était exprimé il y a quelques temps, Xavier, les points d'atterrissage des taux, qu'est-ce qu'ils nous disent de nos économies aujourd'hui ? Alors si je prends la moyenne de toutes les grosses banques centrales, en fait, on arrive dans le haut du range du taux neutre. C'est un peu ce qu'a dit Powell pour la Fed la semaine dernière. On se cale à peu près tous à ce niveau-là. Exactement. Alors après, ce taux un peu neutre pour l'économie, il est différent selon les pays. C'est en gros 2% pour la zone euro, donc on y est. C'est peut-être 3,5% pour la Fed, donc il y a peut-être un tout petit peu de marge. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les banques centrales arrêtent de freiner l'économie, ce qu'elle faisait après la hausse de l'inflation qu'on a connue en 2022-23, mais qu'elle ne passe pas en mode accélération de l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de soutien supplémentaire parce que l'inflation reste un peu élevée et parce que la croissance tient à peu près. Donc elles se mettent en position neutre et d'attente. Voilà. Ouais. Alors que sur les cycles précédents, on avait l'habitude qu'une fois qu'elles avaient ramené les taux au taux neutre, généralement on allait beaucoup plus bas. Là, c'est pas le cas. Donc ça veut dire des taux qui restent durablement un peu élevé par rapport à ce qu'on connaissait avant le Covid. Ouais. Avec un risque inflationniste évidemment différent de ce qu'on a connu dans le cycle précédent, pré-Covid. Exactement. C'est ce qu'il faut comprendre, Xavier. Mais si on regarde la zone euro, par exemple, avant le Covid, on avait une inflation qui, bon an, mal an, était entre 1 et 1,5. Et on n'arrivait pas à la faire revenir à 2. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 2. Ouais. Donc, bonne position. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir un gros biais accommodant comme ce qu'on avait avant le Covid. Combien de temps la pause des banques centrales peut-elle durer ? Est-ce que c'est une pause prolongée ? Ou est-ce qu'on est déjà, comme le dit la gouverneure de la Banque d'Australie, déjà dans l'idée d'un début de commencement d'un nouvel ajustement des taux à la hausse ? Le problème, c'est quand on arrête les baisses, évidemment, le prochain mouvement, c'est la hausse. Après la hausse, à mon avis, il ne faut pas s'enflammer, notamment, alors, la Banque d'Australie, mais c'est un petit pays très ouvert qui a ses propres évolutions. Ouais. Le Canada ne devrait pas monter ses taux l'année prochaine, encore. La BCE ne devrait pas les monter au moins jusqu'à mi-2027. D'accord. Il y a quand même quelques mois de pause possible. A priori. Alors, et de risques dans les deux sens, en fait. Parce que si l'économie va beaucoup moins bien qu'attendu, on peut avoir un peu plus de baisse. Et si, par contre, l'inflation repartait plus vite que ce qu'on pense, elles peuvent ajuster à la hausse. Mais en moyenne,
on peut rester 1 an et demi avec des taux un peu stables. C'est pas anachronique d'imaginer une banque centrale, toutes choses égales par ailleurs, qui maintienne un statu quo sur ses taux pendant plusieurs trimestres. Comme exactement. C'est ce qu'on appelle les ajustements de milieu de cycle. C'est ça. Si le cycle économique tient et que on est bien dans le milieu du cycle, c'est normal d'avoir des taux un peu neutres pendant quelques trimestres. Geoffroy Lenoir, fin des baisses de taux des banques centrales. Enfin, on s'en approche là dans les prochains mois au cours de la première partie de l'année 2026. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez en tête chez Ophi Invest AM? Et qu'est-ce qui peut nous faire dérailler dans un sens ou dans l'autre de ce scénario qui semble être assez bien anticipé d'ailleurs par les marchés aujourd'hui, hein, à la marge ici et là peut-être quelques ajustements, mais globalement c'est le sens du voyage que tout le monde a compris. Oui, on est vraiment sur des anticipations de marché qui sont bien ancrées, que ce soit côté États-Unis avec la Réserve fédérale qui a donné un message assez clair. Ça a été dit, a priori pas de baisse de taux à venir dans les prochains mois. On va se laisser le temps de voir un petit peu les données. Je rappelle qu'on a eu une période de shutdown aussi. On n'a pas eu toutes les données. On va attendre les données sur le front de l'emploi aux États-Unis. Ça va être assez intéressant à regarder, même si aujourd'hui on ne s'attend pas forcément à quelque chose de très mauvais. Hein. Disons que voilà, il y a une tendance. Il y a eu 7 arguments qui avaient été donnés pour baisser encore les taux récemment par la Réserve fédérale américaine. Maintenant, on verra ce que nous donnent les données de l'emploi. On aura les données d'octobre et novembre, hein, donc c'est ça qui sera intéressant à surveiller. Et puis sur le front de l'inflation, c'est vrai qu'on n'a pas les données d'octobre et on va avoir les données de novembre qui vont être publiées. Donc c'est vrai que c'est un peu exceptionnel, il faut le rappeler, de ne pas avoir toutes les données. Mais dans l'ensemble, ça laisse aujourd'hui un peu de temps pour la Réserve fédérale pour baisser ses taux. Alors, ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y a une demi-baisse anticipée pour le mois de mars et une d'ici l'été prochain, on va dire. Une complète d'ici l'été prochain. Voilà. Et ça correspond un petit peu à ce qu'a dit, ce qui est dans les dots, les dots de la Fed, avec une baisse donc en 2026 et je crois une autre plus tard. Nous, ce qu'on voit côté Ophi Invest, c'est qu'on se dit qu'il y a encore peut-être 1 à 2 baisses sur 2026 et après qu'elle devrait en tout cas être en pause. Alors c'est pas tellement différent de ce qu'elle a fait les années précédentes, hein, parce que c'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, 2024, la Fed a baissé 3 fois sur la fin de l'année. 2025, là on voit qu'elle a baissé 3 fois sur la fin de l'année. Alors on peut se dire qu'elle peut peut-être faire une pause pendant quelques mois et puis rebaisser encore un petit peu selon les anticipations d'inflation et les perspectives sur le chômage. Alors il peut se passer plein de choses d'ici là. On aura les midterms, on aura peut-être des évolutions sur d'autres dossiers avec les droits de douane. Alors les droits de douane, on voit que les droits de douane, tout n'est pas complètement passé, donc c'est pas forcément trop inflationniste de ce côté-là. Donc l'inflation a l'air d'être bien ancrée et on est vraiment dans un phénomène un peu de Goldilocks aux États-Unis. C'est ce que nous vend Powell, hein. Plus de croissance et moins d'inflation. Donc je sais pas comment le dire autrement, mais moins d'inflation, c'est le scénario idéal, quoi. Alors c'est Goldilocks ou c'est moins stagflationniste que craint. C'est vrai. Parce que je regardais par rapport à la fin de l'année dernière, les dernières projections de la Fed, c'est quand même un PIB qui est au même niveau que ce qu'il prévoyait il y a 1 an pour les prochaines années en prévision, et une inflation qui est 1 point au-dessus de ce qu'elle prévoyait. Donc il y a quand même un choc stagflationniste, mais qui est beaucoup moins fort et plus graduel que ce qu'on pouvait craindre. Sur cette pause des banques centrales, Dorian, enfin cette pause à venir, j'entends, est-ce que ça paraît une pause solide? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est le reflet de bonnes nouvelles économiques, en tout cas attendues comme telles pour 2026? Ou est-ce qu'il y a des pauses qui peuvent être plus fragiles que d'autres aussi dans l'idée que les banques centrales arrivent au bout de leur cycle de baisse de taux? Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'il faut voir le côté positif, mais il ne faut pas aussi se voiler la face et se dire qu'il n'y a que du positif. Donc, bien sûr, c'est une pause parce qu'on a donc une croissance quand même, on voit bien un peu partout des croissances qui sont quand même revues à la hausse. Bon, encore une fois, je ne vais pas reparler du scénario Goldilocks de la Fed, hein, mais bon, on a quand même tous ces éléments. On sera à 2,5% de croissance l'an prochain en moyenne aux États-Unis. D'après la Fed. Oui, d'après la Fed. D'après la Fed, elle peut, évidemment. Alors, sur le sujet des États-Unis. Qui n'est pas le joueur le plus petit du marché, quoi. Sur le sujet des États-Unis, justement. Il y a quand même pas mal de risques, il y a quand même beaucoup de risques. On pense, alors il y a aussi beaucoup de potentiel, mais c'est les potentiels avec chaque potentiel a fait un type de risque. Et on pense que donc ça pourrait, enfin le scénario central reste assez positif, et donc ce serait assez logique d'avoir plutôt des taux donc qui bougeraient pas, ou qui baisseraient très légèrement. Par contre, voilà, faut surveiller quelques données. On l'a dit, il y a des données qui ont été décalées avec le shutdown, l'inflation. Powell a quand même dit que les droits de douane, c'était transitoire. On l'a déjà entendu il y a quelques années. Finalement, c'était pas transitoire. Donc, moi, je m'interroge sur ça. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile de pouvoir extrapoler sur tout ce qu'on a, tous les chiffres qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'il va falloir surveiller ce sujet.
Il y a un autre sujet... Juste là-dessus, Dorian, parce que vous n'êtes pas le seul, il y a un vrai risque que la Réserve fédérale américaine, je ne sais pas, remette un peu trop d'huile sur le feu, entre guillemets, quand bien même la position de politique monétaire n'est pas accommodante, avec de la liquidité court terme réinjectée dans les marchés et toujours quand même un biais qui maintiendrait l'idée de une ou quelques baisses de taux. Est-ce que ça peut raviver ou participer à raviver effectivement une inflation latente qui Ça pourrait, mais je pense que c'est quand même contrôlé. À mon avis, c'est quand même, on voit que... C'est un risque quand même qui a diminué, vous dites Je pense que c'est un risque qui a diminué. Et puis surtout, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il faut voir que le shutdown, on n'en parle plus beaucoup, mais on pourrait avoir à nouveau un shutdown en janvier. Ah ben bien sûr, rendez-vous fin janvier, bien sûr. Hein. Oui. Donc ça pourrait peser un petit peu sur le scénario de croissance. Alors, ce qui pourrait justement peut-être être un petit peu plus positif pour l'inflation. Mais donc on va voir la réponse de la Fed à ça. On va voir déjà si on a à nouveau un shutdown, parce que le problème central sur l'Obamacare n'est toujours pas résolu. Et on sait aussi que le shutdown qu'on a eu il y a un mois a coûté à peu près 1,5 point de PIB. Qui seront rattrapés et qui sont en train d'être rattrapés si on n'a pas de shutdown à nouveau. Mais si on a bien un shutdown en janvier, c'est une nouvelle problématique. Et il y a une perte sèche peut-être à l'arrivée, effectivement, d'avoir deux shutdowns coup sur coup. Exactement. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller, je pense, de près. Après, concernant les autres banques centrales, nous, sur la BCE, on est plutôt, on partage à peu près le consensus, mais on pense qu'il pourrait y avoir aussi une surprise venant de l'euro. Donc à surveiller là pour la BCE, l'euro de près, parce que si on a une poursuite de la hausse de l'euro, à mon avis, je pense que la BCE ne laissera pas dériver l'euro. Je ne pourrais pas donner forcément un niveau, mais peut-être un 25, autour des 1,25 si jamais. Nous, on est plutôt dans ce scénario-là de poursuite de la hausse de l'euro. Si jamais on arrive sur ces niveaux-là, on pourrait avoir une surprise dans le sens où elle rebaisserait ses taux pour freiner un petit peu la baisse de l'euro, surtout si en plus la Fed baisse davantage que ce qui est anticipé, donc ce qui pourrait peser davantage sur le dollar. Xavier, vous le disiez, on abandonne l'idée que la BCE baissera à nouveau ses taux parce qu'il n'y a pas une volonté politique affichée de le faire. Et évidemment, c'est le travail du prévisionniste de s'ajuster au capital politique tel qu'il est signalé au sein de la Banque Centrale Européenne. Mais qu'est-ce qui pourrait faire dériver la BCE de cette position dite confortable aujourd'hui ? Est-ce que ça peut venir du change ? C'est vrai, oui, ça peut venir du change, ça peut venir de... si les États-Unis ralentissent plus à cause du shutdown ou d'autres raisons, évidemment, ça pèserait sur les perspectives zone euro. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait faire monter les taux là à court terme. D'accord. Enfin, je vois pas très bien ce qui pourrait... Voilà. D'accord. Donc, le biais, pour moi, il est encore baissier s'il y a un risque. D'accord. Enfin, s'il devait bouger, ça serait encore baissier en 2026. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal de voir pourquoi la BCE, ce qui va faire bouger la BCE, parce qu'il y a l'air d'avoir un consensus assez fort. Alors, il y a Villeroy qui essaye de maintenir... Qui disent que le jeu reste ouvert dans les deux sens, d'une certaine manière. Mais voilà, ils sont un peu seuls au sein de la BCE à plaider pour une baisse. Donc, mais voilà, moi je pense que le risque, il est quand même plutôt une baisse si on a une mauvaise surprise sur l'euro ou sur la croissance extérieure. Bon. Sur la Fed, je reviens à ce scénario Goldilocks, effectivement, que vous décriviez et qui est vendu par la Fed au marché. Geoffroy, est-ce que c'est un scénario qui est trop beau pour être vrai ? Enfin, je veux dire, se dire qu'on n'a quasiment toujours pas d'atterrissage de l'économie américaine, alors peut-être que là, on a marqué un point bas au cours de cette année 2025, donc qui sera quand même une année solide encore pour la croissance nominale américaine. Qu'est-ce qui peut venir gripper ce scénario d'une forme de reprise, de réaccélération de l'économie américaine? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Il faut toujours regarder les scénarios alternatifs. Alors, c'est vrai que le scénario central, chez nous, prend plus d'ampleur. Et c'est vrai que ça, c'est important de le souligner. Le scénario, finalement... Qui se consolide, alors. Qui se consolide, voilà. C'est vrai qu'on a quand même des signaux assez positifs sur la croissance américaine. Alors, peut-être pas 2,5 l'année prochaine, mais autour des 2%, ça serait déjà un beau niveau de croissance par rapport à cette année. Ça montre que, il y a une légère progression. Tout se porte plutôt bien. Après, il faut toujours surveiller le consommateur américain. On sait qu'il y a quand même un peu
de fragilité, surtout sur les classes populaires. Et après, ce qui peut venir faire dérailler un peu la machine, ça serait à nouveau des discussions sur l'indépendance de la Fed, un président de la Réserve fédérale américaine qui serait peut-être un petit peu trop dovish, donc qui aurait tendance peut-être à baisser trop les taux, ce qui pourrait inquiéter le marché en relançant des craintes d'inflation, on va dire, à plus moyen ou long terme. Voilà, pour nous, c'est un scénario qui est peu probable. C'est vrai qu'on a eu les gouverneurs des banques régionales qui ont été renommés en avance. C'est un peu sous les radars, parce que c'est pas le genre de décision, même pour les passionnés de banque centrale, qu'on suit régulièrement, mais là, c'est fait. Voilà, à l'unanimité, le board a reconduit tous les gouverneurs de Fed régionales qui le souhaitaient, et donc ça a tué dans l'œuf, j'allais dire, la possibilité de manipulation ou de changement des règles, on va dire, en dernière minute. Remanier, on va dire, le board. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. C'est plus le remplaçant de Jérôme Powell. Bon, et donc un Kevin vaut l'autre, ou est-ce qu'il y a un Kevin qui est plus market-friendly qu'un autre? Je parle de Kevin Hassett et de Kevin Warsh, bien sûr. Là, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de préférence pour le marché. On voit que Trump a rebattu un petit peu les cartes après une annonce qu'il a faite sur le fait qu'il avait encore cette possibilité de nommer l'un des deux Kevin. Alors, c'est pas lui qui le nomme, c'est Scott Bessent, mais bon, on va dire que c'est... Et le Sénat valide, je rappelle. Toujours quand même un rôle... Le Sénat valide, mais on pense que Donald Trump est quand même assez clé dans la décision. Donc de ce côté-là, que ce soit l'un ou l'autre des Kevin, on sait qu'ils ont quand même une tendance à vouloir baisser un petit peu plus les taux que ce qui est anticipé dans le marché, mais ça ne devrait pas faire, selon nous, dérailler la machine, on va dire, de politique monétaire ou la machine de la croissance américaine. Bon. C'est un people business aussi, les banques centrales, donc entre Warsh et Hassett, qu'est-ce que le marché peut dire, ou qu'est-ce que vous en dites en tout cas, Xavier, sachant, il y a une dizaine de jours, grande enquête, grand papier dans le Financial Times, où à l'époque on parlait beaucoup de Kevin Hassett, qui explique comment les titans obligataires de Wall Street sont allés dans le bureau de Scott Bessent au Trésor pour expliquer que, attention, si on se retrouvait face à un président de la Fed comme Kevin Hassett qui continuerait de baisser aveuglément les taux d'intérêt, y compris avec une résurgence de risque inflationniste, c'est pas ce que Wall Street avait envie de voir. Non, mais pour ça que ce qu'elle a annoncé... Visiblement, il y a eu un certain nombre d'avertissements qui ont été passés au Trésor. Tout à fait. Je pense que tout le monde se pose la question. Après, il n'y a pas de prime aujourd'hui dans le marché. D'accord. Donc le marché est assez cool. À peu près qui que ce soit entre les deux. Le marché ne dit pas à partir de mai, il y a des jumbo cuts tous les meetings. Voilà. Il y a un peu plus de baisse de taux pricée dans la seconde partie de l'année. C'est peut-être lié à ça. Après, c'est pas très très important et ça crée pas des craintes énormes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Hassett, qui est en fait le plus hétérodoxe quand même entre les deux, l'autre a été à la Fed pendant des années, tout ça. Donc Hassett a plutôt rassuré dans toutes ses déclarations publiques en disant qu'il écouterait ce que dit Trump, mais que la Fed resterait indépendante dans ses décisions de taux et tout ça. Donc il a plutôt rassuré. Donc je suis assez d'accord, il y aura un biais peut-être un peu plus dovish, mais pas non plus quelque chose de très politisé. Partant d'une banque centrale qui est quand même structurellement dovish. Exactement. Donc, c'est pas inédit de se dire que la Fed est dovish. Et un peu plus politisé que surtout la BCE en fait. Mais donc à ce stade, ça fait parler, comme on dit en mauvais français, mais vous dites, dans le marché, le pragmatisme l'emporte et il n'y a pas de... Je pense que le prochain président aura le bénéfice du doute. Après, s'il prend des décisions avec des baisses de taux indues ou tout ça, bien sûr, le marché réagirait fort. Mais a priori, il n'y a pas de raison de craindre trop une politisation de la Fed à court terme. Un des grands sujets aussi, alors Dorian, vos commentaires, et puis un des grands sujets qui sous-tend d'ailleurs tout ce dont on discute, la macro américaine et les décisions de la Banque centrale, c'est la capacité à l'IA d'entraîner encore des dépenses massives l'an prochain. Alors évidemment, les chiffres sont sur la table, ils sont communiqués, etc. Maintenant, il va falloir délivrer, et quand on voit la part que ces dépenses d'investissement représentent aujourd'hui dans la croissance américaine, on se dit que oui, c'est un enjeu qui n'est pas neutre désormais. Il y a toujours le consommateur américain, mais il y a aussi cette partie-là de l'économie désormais qui est centrale dans la croissance. Oui, alors, juste, je voulais ajouter, pour finir, pour la différence entre Hassett et Warsh, c'est que j'ai vu que Warsh était quand même très critique à l'égard de l'expansion du bilan. Le QI. Donc, le QI, c'est ça. Donc, ça pourrait être juste la petite divergence entre les deux. Son point clé étant de dire que le QI est inflationniste. Voilà. Ce qu'on n'a pas vraiment observé pendant quelques années, en tout cas. Oui. Donc ça pourrait être juste pour ajouter ça pourrait être la seule petite différence entre les deux. Et l'un dans l'autre, j'ai l'impression quand même que Hassett pourrait être un petit peu plus dovish que Warsh. Ouais. D'accord.
Donc pour revenir sur le sujet de l'IA, alors l'IA, c'est vrai qu'on voit que dans les chiffres aujourd'hui, pour le moment, ça délivre. Dans les prévisions, c'est un peu plus mitigé dans le sens où par rapport à ce qu'on attend, et les attentes sont très élevées aujourd'hui de la part des investisseurs, ça a pas mal déçu, on l'a vu sur les dernières publications, notamment de Broadcom, Broadcom qui avait beaucoup monté quand même, et qui a d'ailleurs bien plus ça a doublé depuis avril, Broadcom. Voilà, et qui a fait bien mieux que Nvidia. Maintenant aussi, on voit, et nous, ce qui nous rassure, entre guillemets, un petit peu, c'est qu'on voit une sorte de rotation au sein des valeurs IA et technologiques plus généralement. Il n'y a pas seulement... on pense qu'il peut y avoir du coup certaines valeurs comme Nvidia qui d'ailleurs a sous-performé depuis le 30 octobre à peu près le marché et qui d'ailleurs est plutôt même en tendance baissière, alors qu'en fait le marché a continué à faire des plus hauts, alors si on exclut la séance de vendredi évidemment, mais on pense qu'il peut y avoir ces rotations qui peuvent soutenir un petit peu le marché. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, ça c'est sûr. Dans les investissements, c'est un sujet évidemment très important, les capex, il faudra les surveiller. C'est compliqué aujourd'hui de dire telle ou telle valeur sera la gagnante de demain et telle ou telle valeur sera la perdante. On le voit avec Broadcom. On le voit avec Broadcom, exactement. C'était la gagnante. Personne en début d'année aurait dit que Broadcom allait prendre 100% et que Nvidia allait faire comme le marché, grosso modo. Exactement. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est quand même mieux de rester prudent sur les valeurs. Mais le marché dans son ensemble devrait quand même bénéficier de cette dynamique IA. Et surtout, on s'attend à une diffusion de la dynamique IA aux autres secteurs aussi. Par exemple, j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, mais bon, je pense que c'est pas mal d'en reparler. Mais la santé, secteur de la santé, qui est un gros bénéficiaire quand même de l'IA, parce qu'on accélère beaucoup tous les processus de développement de médicaments et autres vaccins, etc., grâce à l'IA. Et parfois, c'est vraiment colossal. On passe de 10 années de développement à une année. J'ai entendu des chiffres, j'ai pas les statistiques exactes, mais donc ça va bénéficier de ça. Puis c'est un secteur quand même structurel qui bénéficie du vieillissement de la population. Pourquoi le marché met pas une prime là-dessus ? Pourquoi le marché ne traite pas le secteur de la santé comme étant un secteur winner de l'IA ? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le marché est resté quand même assez focalisé sur les pure players. D'accord. Et on pense que demain, justement, il y aura peut-être un peu plus d'élargissement au reste des secteurs et peut-être à des valeurs IA un petit peu moins connues ou pas connues encore aujourd'hui. Ouais. Après, voilà, il y a de la disruption également qui vient de la Chine. Mais ça, sur la Chine, c'est un autre sujet aussi. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais nous, on reste quand même assez confiants. Et puis, en fait... je reviens sur votre point. L'idée de voir effectivement des valeurs qui prennent le relais, et quand je dis des valeurs, des méga caps, c'est Alphabet, effectivement, depuis l'été, qui reprend ou qui prend le leadership sur l'IA. C'est Microsoft qui est là aussi une grosse valeur en soutien, Broadcom qui démarre cette année, etc. C'est plutôt sain de voir le marché, j'allais dire, passer d'un acteur à l'autre comme ça. À mon avis, c'est plutôt sain. En fait, il faut le voir un petit peu comme une course. Et comme la course de petits chevaux, bien sûr. Exactement. Donc il y a des valeurs qui passent devant certaines, et puis d'autres qui repassent devant. Et c'est pas dit que Broadcom, dans un mois, ne soit pas à nouveau la meilleure des valeurs IA et la valeur à avoir et que tout le monde va acheter. Nvidia, vous voulez dire ? Oui. Non, Broadcom. Broadcom ou Nvidia, d'ailleurs. Mais vu qu'on voit que Broadcom subit depuis quelques jours, elle pourrait quand même très rapidement remonter. On pourrait se raccrocher à d'autres facteurs. Et puis voilà, ça peut faire remonter ces valeurs-là. Mais nous, on pense que c'est quand même assez sain d'avoir peut-être cet élargissement. Mais attention aussi, un éclatement. Alors si on est bien dans une bulle et qu'on parle bien de bulle, un éclatement de la bulle pourrait provenir de ça si on a trop de mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Parce qu'encore une fois, les attentes sont très élevées. Donc il faut quand même délivrer. Pour le moment, on l'a. Si on compare avec 2000, c'est rien à voir, parce qu'au niveau des BPA et des BPA anticipés, c'est bien mieux. Si on regarde parce qu'on s'inquiète par exemple sur Nvidia, si on regarde juste les statistiques d'Nvidia, les BPA, les valorisations jamais été aussi peu cher. À 12 mois, oui, c'est 25 fois, et en 2027 c'est 18 fois. Essilor c'est autour de 40, Hermès c'est 44. Donc c'est vrai que moi quand on me dit c'est cher, bah oui mais non, si ça délivre... Mais ça montre bien l'idée que la boîte se normalise en fait. Exactement, exactement. Donc c'est vrai qu'on peut ne pas revenir aux valorisations de 40 fois, mais je pense qu'à ces prix-là, si encore une fois on n'a pas trop de mauvaises surprises sur les prochaines années, il va falloir que ça délivre, ça devrait délivrer, on devrait avoir une poursuite de la performance. Et juste finirai par un petit point, on parle souvent de valorisation de PE, le ratio de PE, mais on ne parle pas souvent du PEG, le Price Earning to Growth. Et nous on aime bien regarder ce ratio,
parce que justement, ça nous permet de comparer à d'autres bulles comme dans les années 2000. Combien je paye la croissance, hein, le PEG. Voilà. Le PEG ratio, donc en fait, en gros, c'est un PE divisé par la croissance future actualisée en fait sur les prochaines années. Donc, combien on paye la croissance des prochaines années. Et en termes de PEG, là, alors, pas cher. La bourse américaine est à 2. On pourrait dire que c'est cher parce qu'un PEG raisonnable, on va dire, c'est entre 1 et 1,5. Mais la moyenne est à 1,5. Donc on est à peine plus cher. Et surtout, en 2000, on était à 3,3. Donc, en fait, la croissance ne paye pas si cher que ça. Mais pas si cher que ça, en fait. Je comprends. Il y a un rééquilibrage concurrentiel là au sein de l'IA, et je parle notamment des puces. C'était tout pour le GPU, et puis depuis quelques mois, on s'aperçoit qu'il y a d'excellents modèles, à commencer par ceux de Google, qui sont entraînés aussi par d'autres types de processeurs, et que il y a une forme d'élargissement quand même aussi de la participation. Peut-être de maturation un peu, parce qu'en gros, ça fait 2 ans que tout le monde gagnait quand on était IA enfin producteur de puces, producteur de puces ou d'infrastructures. Là, on voit que depuis le début du 4e trimestre, il y a des rééquilibrages entre acteurs. Moi, je continue à penser que les entreprises qui dégagent beaucoup de cash aujourd'hui et qui ont des revenus qui viennent de différents métiers, activités, sont plus résilientes et moins risquées que les pure players qui produisent juste une seule puce. Voilà. Très clair. Voilà. Après, j'ai un Alphabet Google d'un côté, un Nvidia de l'autre, par exemple. Mais par contre, on est d'accord que sur la thématique IA, au global, on s'attend à ce qu'elle soit encore haussière l'année prochaine. D'accord. Il y aura certainement une bulle un jour, quelque chose qui éclatera. À mon avis, on est trop tôt toujours pour parler de ça, et on est encore sur la phase de hausse des investissements. Et par contre, on a le reste du marché qui devrait mieux se porter, ou aussi les actions non américaines. En gros, quand on regarde la croissance des bénéfices, cette année, on a fait 13%, quelque chose comme ça aux États-Unis. C'est que de l'IA. D'accord. Et de la tech. Et l'an prochain, ce sera un peu mieux réparti. Alors. Exactement. D'accord. Cette année, l'IA et la tech faisaient plus de 50% de bénéfices. L'année prochaine, on risque d'être à plus de 20%. Et par contre, le reste du marché faisait à peine plus que 0. Et donc, on va voir revenir des dynamiques plus favorables sur d'autres pans du marché, d'autres types de secteurs. Et pour l'Europe, c'est pareil. On était à 0 de croissance de bénéfices cette année, et on devrait être au-delà de 10% l'année prochaine. D'accord. Et donc c'est plus on prend quoi, tous les secteurs en retard, ou il y a quand même une logique qui peut s'installer justement dans l'idée d'un rattrapage ou d'un élargissement de la performance? Alors, je pense qu'il y a un élargissement de la performance géographique. Après, en termes de secteurs, il y a des secteurs en retard sur lesquels il faut revenir, comme la santé, on est assez d'accord là-dessus. Le luxe, par exemple, c'est plus compliqué. Parce qu'on voit que la demande chinoise domestique reste sous pression, et donc, évidemment, et si l'euro se réapprécie, ça reste plus compliqué. Mais les secteurs cycliques, tout ce qui a été impacté par la guerre commerciale, tout ça, là, ou l'auto, parce que la régulation a l'air d'être un peu... ça y est, c'est fait, a priori. C'est ce que nous dit le FT. On va reporter, effectivement, les échéances d'interdiction de moteurs thermiques. Qui peuvent rattraper pas mal. L'auto se comporte un peu mieux en Europe depuis quelques mois maintenant. Il y aura de la dette IA en plus l'an prochain dans le marché, ça a déjà commencé, Geoffroy, ça aussi, ça va modifier quand même les marchés de crédit. C'est un nouveau driver qui arrive dans ces marchés de crédit avec des émetteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en tout cas sur ces tailles d'émissions. Je parle de la tech américaine en l'occurrence. Oui, c'est un sujet important à suivre, parce que c'est assez nouveau d'avoir autant de dettes émises. Alors ça, ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est la façon dont les émetteurs, les sociétés vont se financer. Ils vont pas forcément émettre de la dette traditionnelle sur les marchés comme n'importe quel corporate. Ils vont se financer peut-être à travers des véhicules spéciaux ou à travers des fonds de private equity. Donc c'est vrai que ça va être important de suivre vraiment la structure d'émission des dettes de ces sociétés-là qui vont émettre. Alors, on a parlé d'Oracle aussi également qui a baissé en bourse assez fortement de 12-13%. Il y a aussi une inquiétude sur ce mode de financement des émissions. Je crois qu'elle a parlé de 300 milliards à émettre pour financer les data centers notamment. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que cette nouvelle a été un petit peu mal prise selon nous. Il n'y avait peut-être pas forcément autant de réactions à attendre par rapport à ces annonces-là. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, selon Oracle, des retards, entre guillemets, pour déployer ces data centers au
au niveau de la main-d'œuvre. Un problème d'offre. Un problème d'offre. C'est bien voilà. ce qui est signalé. C'est ça qui est signalé. Et c'est vrai que ça, c'est un peu nouveau aussi. On se dit, bon, voilà, il y a du CAPEX, il y a des dépenses, bon, voilà, on va les financer, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce petit phénomène de décalage temporel entre les investissements et puis le déploiement de ces investissements. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, voilà, au niveau des émissions de dette, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez significatif. Et donc, on va surveiller ça d'assez près. Je voulais juste revenir sur les actions européennes, parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure. C'est vrai que si on regarde un indice Eurostoxx au sens large, on est à plus de 20% de performance cette année, avec des bénéfices à 2%, donc c'est à 22% même de performance, on a 20% de re-rating. Ouais. Nouvelle année d'expansion de multiples, mais ça fait déjà une bonne paire d'années qu'on vit ça. Ça continue, et c'est vrai que pour l'année prochaine, on a des attentes sur les et donc, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on peut imaginer de la croissance bénéficiaire réelle, positive, tangible, après 3 années où on part à plus 10 anticipé et on arrive à 0 plus en l'occurrence là. Alors là, sur la croissance des bénéfices en Europe, c'est vrai que le marché anticipe beaucoup. On est autour des 15%, je crois, de croissance de bénéfices. Alors on les aura peut-être pas. Si on est à 6, 7, 8, ça sera déjà très très bien. Et 6, 7, 8, on peut sans doute les faire grâce, on va dire, à toute cette dynamique qui est en Europe liée au plan de relance en Allemagne, alors qui est déjà bien anticipé, mais qui devrait délivrer ce qu'on attend de lui. Donc on a toujours cette discussion, est-ce que on va commencer à avoir des effets plutôt en début d'année qu'en fin d'année, donc ça jouera peut-être un petit peu sur le sentiment des investisseurs, mais dans l'ensemble, on a quand même des conditions qui sont assez favorables pour les actions européennes, et on pense que les indices européens pourraient en bénéficier. Et on verra aussi, on parlait de l'effet un peu de diffusion sur toutes les sociétés, tous les secteurs aux États-Unis. On peut avoir aussi cette partie-là qui va jouer. Notamment, on parlait du secteur de la santé. Alors, c'est vrai que le luxe, je partage l'avis, c'est peut-être moins évident. Mais c'est vrai qu'on a ce côté de diffusion qui peut être intéressant côté États-Unis et côté Europe. Donc, qui va permettre d'avoir peut-être un peu plus de l'ensemble du marché à cette tendance haussière. Xavier, puis Dorian. Juste pour compléter ce point-là, il y a une des grosses surprises sur la résistance de la croissance de la zone euro cette année, c'est l'investissement. Ah, mais bien sûr. En structure. Oui. Donc ça veut bien dire, et Lagarde l'avait noté... En France, l'IT, le logiciel, tout ça, c'est de l'investissement qui produit de la croissance aujourd'hui. Exactement. Et alors bien sûr, on n'est pas au niveau des États-Unis sur la construction de data centers et tout, et donc de drivers de la croissance, mais c'est quand même, pour une année où il y avait autant d'incertitudes, la guerre commerciale, tout ça, le fait que l'investissement des entreprises et l'investissement public en plus tiennent, c'est quand même un point très fort. Comment on se positionne sur les actions européennes, justement, là, d'un point de vue un peu stratégique, Dorian? Si je résume l'année 2025 en Europe, côté large cap, il fallait encore avoir des banques. C'était peut-être l'année même où il fallait en avoir plus que jamais. Et puis, tout ce qui tourne autour de la défense, qui est évidemment un pilier central aujourd'hui, qui guide les dépenses d'investissement publics et privés. Est-ce qu'on va trouver de l'intérêt en dehors de ces deux grandes thématiques qui ont soutenu largement les marchés européens cette année, Dorian? Moi, je suis assez d'accord avec le discours de dire qu'on va avoir un petit peu un élargissement. Je pense qu'on peut avoir toujours une belle performance pour les valeurs qui ont, les secteurs qui ont très bien marché. Ouais. Bancaire. Ça n'empêche pas que les tendances continuent. Ça n'empêche pas. Ouais. Par contre, attention, sur ces tendances-là, il va falloir être prudent au moment d'entrée. Je pense le point d'entrée va être quand même plus important parce que on voit que, évidemment, toutes les tendances, mais comme l'IA d'ailleurs, c'est pareil, tous les secteurs qui ont eu des très fortes tendances, des très belles tendances, on a aussi, au bout d'un moment, ça prend un petit peu peur. Ouais. On l'a vu sur toutes les valeurs de la défense. C'est sûr que dès qu'on dit qu'il va y avoir un apaisement des tensions géopolitiques, ce qui est très bien d'ailleurs, mais on peut avoir, ça peut casser un petit peu. Et c'est juste des mouvements de marché, mais ils peuvent être violents. Ouais. Donc, il faut faire attention, je pense, au point d'entrée et surtout attendre des petits replis tranquillement, sagement, pour revenir sur le marché. Le secteur bancaire, je pense que c'est un petit peu la même chose. Et dans le même temps, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir encore normalement une bonne année, peut-être plus volatile, mais quand même bonne. C'est que je pense que je partage tout à fait l'avis de dire qu'il y aura la diffusion aussi en Europe, avec peut-être des secteurs qui vont rattraper un petit peu, peut-être le luxe, mais on va peut-être pas avoir une surperformance marquée du luxe, mais en tout cas, on voit que sur les valorisations, on a quand même pas mal corrigé sur pas mal de valeurs. Donc on pourrait avoir peut-être un démarrage. Ça se stabilise un petit peu sur les BPA aussi. C'est pas non plus, on n'anticipe pas non plus une expansion incroyable pour 2026 et 2027, mais ça se stabilise au moins. Faudra voir comment ça évolue en Chine, en tout cas pour. C'est le point, effectivement, comme vous dites. C'est pas encore gagné, donc peut-être encore. On est encore un petit peu plus prudent, mieux sur le luxe par rapport à 2025.
mais c'est pas non plus. On revient pas à l'âge d'or du luxe. On revient pas, en tout cas pas aux grandes années. À l'âge d'or sur le luxe. Par contre, ça reste une tendance de fond de moyen long terme, enfin même plutôt long terme. Donc faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, faut pas s'attendre à des performances incroyables en tout cas sur ce secteur. Effectivement, c'est intéressant. Vous dites le luxe, on va pas retrouver les années folles post-Covid et même le cycle d'avant qui avait été très très favorable à ces groupes-là, à leur valorisation. Ouais. Est-ce que c'était ça l'anomalie d'ailleurs, ces années-là, d'une certaine manière, Xavier, et quand vous dites on n'y reviendra pas, est-ce que c'est essentiellement lié à l'analyse que vous faites de la Chine et du consommateur chinois ? Oui, parce que les inégalités aux États-Unis, on voit bien que c'est pas prêt d'être mis en question, en tout cas pour l'instant. Par contre, oui, il y avait un très très gros driver chinois, et on voit que la stratégie chinoise, ça reste une stratégie très très mercantiliste, que ça soit côté exportation, ce qui est un problème pour l'industrie européenne, mais surtout importation. Ouais. L'énorme excédent commercial chinois cette année, c'est en grande partie parce qu'ils remplacent les importations par de la production domestique. Ouais. Ce qui est un problème pour la croissance du reste du monde. Et oui, pour l'Allemagne, pour nous, avec le luxe. Exactement, nous pour le luxe, l'Allemagne pour l'automobile, ou la machine-outil, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est des secteurs où il y a vraiment des cartes qui se rebattent. Donc et c'est structurel. Ça paraît structurel. Oui, ça paraît structurel. On va voir le nouveau plan quinquennal chinois en mars. A priori, on va plutôt doubler sur ces politiques-là que de changer vraiment la tendance. Donc c'est ça qui nous fait être quand même assez prudent. Avec un focus technologique, innovation désormais en Chine qui est majeur. Et ce qui permet d'être sur pondéré Chine, enfin action chinoise, même si en domestique, la demande domestique a du mal à tenir. Un mot du crédit aussi peut-être, Geoffroy. Alors 2023-2024 ont été des années, je pense, exceptionnelles pour le crédit. On a vu toutes classes d'actifs confondues, les meilleures performances, en tout cas le meilleur rapport entre performance et volatilité. 2025 s'inscrit dans la lignée de ces 2 années exceptionnelles, sans être aussi exceptionnelle que les 2 années précédentes, mais ça reste quand même une très bonne année pour le crédit, Geoffroy. Oui, tout à fait. Donc, c'est encore une excellente année. Alors, excellente année encore. C'est vrai que 2024, 2023, on était plutôt, je crois, 12%, 8% de performance sur du crédit. On est hors norme. Sur la zone euro. Là, cette année, le crédit au rendement, on est plutôt sur du 4,5, on va dire, si on ne va pas chercher dans la partie vraiment très, très distress, mais il faut voir qu'il y avait 2 crédits au rendement cette année. Il y avait le crédit au rendement, on va dire, pas distress, et il y avait le distress. Donc sur la zone triple C, si on avait investi que sur le triple C, la performance est de moins 3% sur l'année, donc il fallait être sélectif et il ne fallait pas aller chercher non plus le bas du panier. Mais intéressant parce qu'il n'y a pas eu de contagion de cette zone triple C au reste de la hiérarchie des risques. Oui, c'est ça qui est intéressant, et dans un marché qui a été très dynamique toute l'année, avec des records en termes d'émissions, que ce soit sur le crédit investment grade ou le crédit au rendement. On est sur une année record, et les flux des investisseurs qui ont continué d'alimenter ce marché. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que ça paraît un peu décevant par rapport aux 2 années précédentes, mais on est quand même sur une année où les 2 classes d'actifs, crédit, investment grade et au rendement, offrent à peu près le portage de la classe d'actifs, donc le taux de rendement moyen de la classe d'actifs. Et c'est vrai que pour les années, pour l'année prochaine à venir, puisqu'on se projette, on est en fin d'année, on se projette en 2026. On pense que ça peut continuer sur ce niveau de performance. Maintenant, c'est vrai que les marges sont plus serrées. Les marges sont très serrées sur le crédit. Les spreads ont encore participé à la performance cette année. Tout à fait. On est sur des records en termes de resserrement de spread. Le crossover, l'indice iTraxx, qui est assez cité justement pour juger de la solidité de la classe d'actifs, on est à 250. Donc c'est un niveau extrêmement serré quand on était à 300 il y a pas si longtemps, ou 350. Donc c'est vrai que ça se comporte très très bien. Et notre seule inquiétude sur cette classe d'actifs, c'est justement que les spreads sont quand même très serrés et peut-être trop serrés. On a tendance à parler des marchés actions qui montent peut-être un peu trop. Le crédit, c'est un peu pareil. Est-ce que les spreads sont trop serrés, les marges sont trop serrées? C'est possible. Il y aura peut-être un peu de respiration, un peu d'écartement. Maintenant, la classe d'actifs garde son intérêt puisqu'on a quand même des taux, sur la partie des taux longs à 10 ans, des taux qui restent intéressants. Donc, ça reste des classes d'actifs à avoir en diversification dans un portefeuille diversifié. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Ce tour d'horizon de l'actualité du moment en cette fin d'année 2025 et les perspectives qu'on peut avoir pour l'année 2026, au moins pour le démarrage de l'année 2026. Geoffroy Lenoir était avec nous, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest AM, Xavier Chapard, stratégiste chez LBPM, et Dorian Foulon, stratégiste chez Cholet Dupont Oudard.